Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, avant de commencer ce webinaire, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est correct de votre côté et que vous entendez bien? Alors oui, donc le son fonctionne. Super, parfait. Merci à vous. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau thème, les charges de copropriété en résidence gérée, hein. Donc on part d'un constat où on a beaucoup de questions sur la compréhension des charges de copropriété et des charges récupérables. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, il y aura Sarah Bayou, que vous connaissez peut-être, qui va du coup plus attaquer la première partie de ce webinaire, hein, sur les charges de copropriété. On va revoir le règlement de copropriété, le calendrier annuel, les différents types de charges, et puis on prendra un petit peu en exemple des appels de fonds et des décomptes de charges de C'est la vie syndic. Et puis après, on en reviendra aux charges récupérables selon le bail commercial. Donc, pour nous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on fait partie du groupe C'est la vie. C'est la vie, c'est une équipe de plus de 40 collaborateurs. On intervient sur toute la France. On a plus de 15 000 lots gérés sur toute la France et un retour client plutôt positif parce qu'on a une moyenne de plus de 4,7 sur 5 sur Google. Donc, le groupe C'est la vie, c'est 4 entités. Aujourd'hui, c'est Ma Déclaration Meublée qui vous propose les déclarations fiscales LMNP, donc pour remplacer un comptable traditionnel. On est à 219 € TTC par an, comprenant donc toutes les déclarations. C'est la vie gestion qui accompagne les propriétaires dans l'administration de leurs biens, y compris les déclarations fiscales. C'est la vie syndic que vous connaissez certainement, qui est syndic de copropriété dans les résidences gérées. Et c'est la vie Pierre qui s'occupe de la revente de biens en résidence service. Donc, avant de laisser la main à Sarah, juste, vous avez donc 2 onglets en bas, un onglet questions et un onglet chat. Si vous avez des questions, les questions seront répondues en partie en fin de webinaire pour celles non répondues, mais elles seront répondues également par ma collègue Sandrine, qui est responsable comptable C'est la vie syndic et qui pourra répondre à vos questions directement par écrit sur l'onglet questions. Et puis, on reverra également certaines questions à l'oral si besoin est. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la main à Sarah. Bonjour à tous. Je vais se couper de son micro, merci. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Sarah Bayou, je suis donc gestionnaire de copropriété au sein de la société C'est la vie syndic. Ma collègue m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous expliquer le fonctionnement des charges récupérables en copropriété et plus spécifiquement donc en résidence de service, puisque comme vous le savez, c'est donc notre spécialité. On est vraiment concentré sur les résidences de service. Je vais commencer par vous parler de la copropriété. C'est vraiment la base. Donc, les premiers points à voir surtout, ça va être le règlement de copropriété. Donc, le règlement, c'est vraiment le cadre légal de l'investissement, hein. On pourrait dire que c'est comme une constitution. Ça va définir la vie en copropriété, donc les droits, les obligations de chacun, et surtout donc les répartitions de charges et la destination des lieux. Donc justement, par rapport à la destination de la résidence, donc sur vos règlements de copropriété, bien souvent, donc vous allez voir que c'est une résidence gérée. La destination va être précisée, hein. On va indiquer que si c'est une résidence étudiante, une résidence senior, ça peut aussi être une résidence de tourisme ou d'affaires. Donc concrètement, cette destination, c'est ce qui détermine ce qui est autorisé ou interdit dans l'immeuble, dans la copropriété. Par exemple, s'il y a des activités commerciales ou des locations touristiques qui sont permises, ça va dire aussi si les locaux peuvent être affectés à un usage professionnel. Voilà. Donc, les copropriétaires sont tenus de respecter la destination de l'immeuble. Et c'est aussi fréquent d'ailleurs de lire dans les règlements de copropriété que l'immeuble est destiné à la gestion par un exploitant unique. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve souvent en résidence de service sur les règlements de copropriété.
Il est possible parfois de changer la destination d'un immeuble. Voilà, ça peut arriver dans certains cas qu'il y ait besoin de le faire pour un changement d'activité ou carrément quand la résidence de service cesse. Il faut savoir que ça nécessite l'accord de l'Assemblée générale. Et ensuite, il faudra bien sûr faire une modification du règlement de copropriété devant le notaire. Voilà. Sur le règlement de copropriété, nous allons également trouver des informations sur la répartition des charges. Donc, chaque propriétaire participe aux dépenses communes de la copropriété selon les tantièmes, donc c'est-à-dire sa quote-part qui reflète la taille ou la valeur de son lot dans l'immeuble. Donc, par exemple, un studio qui mesure 20 mètres carrés, il aura moins de tantièmes qu'un T2 de 40 mètres carrés. Voilà. Et donc, logiquement, il paiera moins de charges de copropriété que son voisin. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi plusieurs grilles de répartition. De manière classique, vous allez toujours retrouver des charges communes générales voilà, qui vont servir pour les équipements collectifs. Et puis après, vous allez aussi avoir des charges particulières. Je voulais aussi vous expliquer, donc il y a une distinction à faire entre les parties communes et les parties privatives. Ça, c'est vraiment important. Donc les parties communes, c'est ce que nous, on va avoir vocation à gérer en tant que syndic. C'est des parties, donc, comme son nom l'indique, qui servent à plusieurs copropriétaires. Ça va surtout être les couloirs, les ascenseurs, la toiture, les façades, les jardins, etc. Les parties privatives, donc c'est les logements en eux-mêmes, hein, mais ça peut aussi être des parkings ou des caves. Mais là, encore une fois, il faut bien se référer à votre règlement de copropriété. Des fois, les parkings, vous pouvez avoir l'impression que ce sont une partie privative, mais pas du tout. C'est juste un droit de stationnement que vous avez sur une place. Donc, il faut bien faire la distinction. Je peux vous donner un exemple aussi concret dans le cadre d'une réparation d'une ampoule dans un couloir, enfin de remplacement plutôt. Ça relève donc ça d'une charge commune générale. Par contre, si on parle de remplacer un radiateur dans un appartement, là, ça va être une charge privative. Alors après, dans les résidences de service, on a un cas un petit peu particulier, une catégorie intermédiaire, on va dire. Ce sont les PPUC. Donc, je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu ce terme-là. C'est les parties privatives à usage commun. Donc, souvent, ce sont des lots à fort intérêt et il est important de bien les gérer. Ils vont appartenir parfois à un ou plusieurs copropriétaires. Parfois, ils appartiennent à l'exploitant, parfois au promoteur. On a vraiment différents cas de figure. Donc, ces PPUC, ça va être par exemple la réception de la résidence, la salle petit déjeuner. Ça peut être aussi des locaux plus techniques ou une lingerie. Voilà. C'est des locaux qui sont indispensables en résidence de service. Le gestionnaire va pouvoir les utiliser pour son activité, tout en conservant un statut de lot privatif. Voilà, et puis il faut aussi comprendre que le règlement de copropriété donc, coexiste avec un bail commercial entre vous, donc le propriétaire bailleur, et le gestionnaire. Donc, c'est le règlement qui va fixer le cadre collectif, le règlement de copropriété, alors que le bail, lui, va préciser la répartition des charges entre les deux parties. Donc, par exemple, on peut avoir un règlement qui va nous dire que le nettoyage des parties communes, c'est une charge commune générale. Et puis, finalement, on va avoir le bail qui indique que la dépense est remboursée par l'exploitant. Voilà. Donc, il faut bien qu'on prenne conscience de tout ça. Pour résumer donc sur le règlement de copropriété, donc c'est vraiment la colonne vertébrale de la copropriété et c'est ce qui va définir ce qu'est la résidence, à qui elle appartient, voilà, quel est son fonctionnement. Et voilà, ensuite, quand on a pu comprendre tout ça, ça nous permet de comprendre aussi la logique des charges qui apparaissent sur les décomptes et sur les appels de fonds. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le règlement de copropriété. Donc, je passe à la diapositive suivante, donc, qui vous parle des interlocuteurs que vous avez en résidence de service. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. Parfois, il peut y avoir des petites confusions. On a souvent des propriétaires qui nous appellent, nous, le syndic, pour nous demander le paiement de leur loyer. Donc, bon, il n'y a pas de souci. En général, on les renvoie vers les bons interlocuteurs. Donc voilà, chaque interlocuteur va avoir un rôle précis.
Donc, tout d'abord, on a le gestionnaire. Donc, c'est tout simplement l'exploitant de la résidence. C'est lui sur place qui va gérer les locataires, enfin les occupants, les résidents. Nous, le syndic, nous n'avons pas de contact avec les personnes qui vivent ou qui occupent les lieux. Il va gérer aussi donc, les services fournis à la clientèle, l'accueil, les petits déjeuners, voilà, les nettoyages du linge. Tout ça, c'est le gestionnaire. Et bien sûr, le point le plus important, c'est le paiement du loyer qui va être donc, fait directement par l'exploitant. Ensuite, vous avez donc le syndic de copropriété. Donc, le syndic, c'est celui donc, qui va gérer l'immeuble, mais vraiment la copropriété. Il envoie les appels de fonds, les décomptes de charges. On convoque aussi également les copropriétaires en assemblée générale. Après, selon le type de résidence gérée, la mission du syndic, elle peut varier. Voilà. Par exemple, sur la gestion des travaux, selon les copropriétés et selon le bail, on va parfois avoir juste un rôle de contrôle et parfois on va être beaucoup plus impliqué et devoir donc faire les demandes de devis, contrôler que les travaux sont bien réalisés, etc. Ensuite, vous avez un autre interlocuteur donc, qui est C'est la vie gestion, hein, donc, qui est à l'initiative de ces webinaires. Donc voilà, comme c'est écrit dans le diapositive, c'est vraiment le chef d'orchestre qui va faire le lien entre les différents acteurs. Voilà, ça peut être votre interlocuteur unique. Et puis enfin, donc nous avons l'expert comptable. Donc là, c'est via la plateforme nouvellement lancée, hein, madéclarationmeublée.com. Donc ma collègue pourra vous parler plus longuement si besoin. Qui s'occupe donc de la partie fiscale, notamment de vos obligations en tant que loueur meublé non professionnel. Voilà. Donc chacun a sa mission. Et donc le gestionnaire pour l'exploitation, le syndic pour l'immeuble, et vous donc pour faire le lien entre ces deux mondes. Voilà pour la présentation des différents interlocuteurs. J'espère que c'était clair pour vous, que ça vous permet de bien identifier qui fait quoi sur les copropriétés. On va rentrer un peu plus dans un côté technique sur le calendrier comptable de la copropriété. Donc voilà, pour nous, les copropriétés, ça fonctionne vraiment par cycle. Et donc là, on est parti sur un cycle très classique sur une année civile, hein, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il faut savoir que c'est le même fonctionnement, même si l'exercice comptable de votre résidence est décalé et qui n'est pas sur une année civile. Dans tous les cas, vous aurez une année rythmée avec l'envoi de un ou plusieurs appels de fonds. Voilà, donc le nombre d'échéances est voté en assemblée générale. Le plus souvent, il y en a 4. Ça permet d'étaler les appels sur toute l'année et éviter de faire des appels trop forts. On a donc un temps fort hein, dans l'année d'une copropriété, c'est bien évidemment la réunion de l'Assemblée générale. Donc tous les ans, le syndic va vous convoquer et dans cette convocation d'Assemblée générale ordinaire, donc il faudra approuver les comptes de l'exercice comptable qui est écoulé. Donc les comptes, bien sûr, sont étudiés au préalable par le conseil syndical qui, lui, a pour tâche de contrôler les factures, voilà, de vérifier que les dépenses sont bien imputées et qu'elles sont justifiées aussi. Donc, voilà, ça, c'est un travail qui est fait en amont avant l'Assemblée générale. Et en AG, vous n'avez plus qu'à valider pour que nous, on puisse procéder à la régularisation. Donc, l'Assemblée générale ordinaire permet également de voter le budget prévisionnel pour le prochain exercice comptable. Voilà, ça, c'est indispensable pour permettre au syndic d'appeler les fonds nécessaires au fonctionnement de la copropriété. Donc, après l'Assemblée générale, si tout a été validé par les copropriétaires, le syndic va traiter le procès verbal et le service comptabilité pourra clôturer officiellement les comptes de l'exercice. Donc, il y a 2 cas de figure ensuite. Si les dépenses de l'année ont été supérieures au budget qui a été appelé, le syndic va réclamer un solde au copropriétaire. En revanche, si les dépenses elles ont été inférieures, le syndic restitue les fonds via un crédit que les copropriétaires pourront déduire de leurs charges à venir. Donc, dans les 2 cas, vous aurez l'information de la régularisation sur le document qu'on envoie après l'Assemblée générale. Souvent, on l'envoie à peu près à la même période que le procès verbal.
Et donc, c'est un document tout simplement appelé régularisation, qu'on vous présentera tout à l'heure. Voilà, et donc c'est un document qui est très important et qui est souvent très attendu par les copropriétaires. Voilà sur le calendrier comptable de la copropriété. Ensuite, je voulais vous parler donc des différents types de charges qui existent dans une copropriété. Donc, nous, on a distingué trois types de charges. On a d'abord les charges courantes, donc, qui concernent l'entretien et le fonctionnement de l'immeuble au quotidien. Donc, on a le ménage, l'électricité, les parties communes. On peut avoir aussi le contrat d'ascenseur, selon les cas. Assurance aussi, les honoraires du syndic, les frais d'affranchissement. Voilà, on va retrouver tout ça. Donc, c'est des charges qui vont être récurrentes, qui sont souvent liées à des contrats qui sont mis en place par le syndic et votés en AG, et qu'on retrouvera donc d'une année sur l'autre. Après, selon le bail qui vous unit à l'exploitant, les charges, elles vont varier. Par exemple, il est très courant que l'exploitant prenne à sa charge les contrats de fourniture d'eau et d'électricité. Et dans ce cas, ce sont des dépenses qui vont sortir des charges courantes de la copropriété. Vous n'allez pas les retrouver dans les comptes du syndic. Après, dans les charges courantes, on distingue quand même les charges récupérables et les charges non récupérables. Donc, la définition des charges récupérables, elle est assez simple. Ce sont les charges qui sont en principe dues par le locataire et qui sont d'abord payées en premier lieu par le propriétaire, puisque le syndic n'a pas de lien contractuel avec le locataire. Donc, nous, on appelle les fonds uniquement au propriétaire. Donc, ces charges qui sont dites récupérables, elles peuvent faire l'objet, elles doivent même le faire, je vous incite fortement à le faire et à ne pas oublier de le faire, faire une demande de remboursement à votre locataire, donc à votre exploitant. Donc, ça doit être fait une fois par an, grâce au décompte qu'on vous envoie après l'Assemblée générale. Et il faut vraiment le faire dans les temps, puisqu'il y a quand même une prescription qui s'applique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas réclamé vos charges récupérables à votre locataire au bout de 5 ans, vous ne pouvez plus le faire. Donc, c'est important. Il y a même certains exploitants qui mettent une clause dans leur contrat qui indique que ça se prescrit d'une année sur l'autre presque. Donc, soyez très vigilants à ça et ne tardez vraiment pas à faire votre demande. Ensuite, au niveau des charges de copropriété, ce qui ne va pas être du courant, ça va être des charges de travaux et d'imprévus. Donc ça peut inclure par exemple un ravalement de façade, vraiment l'exemple classique, la réfection d'une toiture ou encore une mise aux normes électriques. Donc ça, ce sont des travaux qui bien souvent vont être à la charge du copropriétaire, enfin des copropriétaires, surtout lorsqu'ils relèvent de l'article 606 du Code civil. Donc le syndic, quant à lui, il doit veiller à ce que les dépenses en la matière soient correctement réparties. Par exemple, les travaux qui concernent le bâtiment A d'une résidence ne doivent pas être imputés aussi au propriétaire du bâtiment B. Donc ça, il faut qu'on fasse attention à ça. Au niveau des charges, on a également le fonds de travaux. Donc ça, c'est une obligation instaurée par la loi Allure. C'est comme une épargne, en fait, qui est obligatoire pour les copropriétaires et ça permet d'anticiper de futurs travaux. Voilà, c'est vrai qu'on ne le met pas, les copropriétaires ne souhaitent pas toujours le mettre en place. Donc, l'AG reste souveraine quand les propriétaires votent contre, il n'est pas mis en place. Après, il faut vraiment que ce soit justifié. C'est-à-dire que sur les résidences sur lesquelles l'exploitant prend l'intégralité des travaux à sa charge, jusqu'à présent, ça pouvait s'entendre de ne pas mettre en place ce fonds Allure. Voilà, donc là, il faudra vraiment être vigilant avec les renouvellements de baux, analyser l'attitude des exploitants pour savoir si le fonds Allure n'aurait finalement pas une pertinence pour les années à venir. Le fonds Allure, il faut savoir qu'en principe, lors d'une vente, les sommes non utilisées restent attachées au lot. Voilà, donc un propriétaire qui aura versé 1 000 € sur ce fonds Allure en quelques années, si jamais il le vend et que le fonds n'a pas été, en principe, il ne peut pas le récupérer. Voilà. Je dis bien en principe parce que selon les notaires, a priori, ça peut varier. Bon. Ensuite, donc toutes ces charges qui sont mentionnées,
elles sont appelées donc aux copropriétaires selon donc, un budget qui va être voté en assemblée générale, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, je voulais donc vous préciser un petit peu plus le budget prévisionnel, vous expliquer ce que c'est, comment c'est construit. Donc, c'est un plan financier, hein, un budget, un plan pour la copropriété pour l'année à venir. Donc, ça regroupe l'ensemble des dépenses courantes hein, qu'on a vues tout à l'heure, donc qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'immeuble. C'est des dépenses qui doivent être anticipées donc, par le syndic pour ne pas manquer de trésorerie. C'est un budget qui est voté chaque année en assemblée générale par les copropriétaires. Voilà. Si vous avez envie de connaître un peu plus en détail le budget de votre copropriété, vous pouvez. Le syndic doit obligatoirement envoyer une annexe qui est appelée annexe 3 avec les convocations. Donc, c'est sous forme de tableau. Et vous trouverez donc souvent le budget. C'est un tableau de suivi qui vous permet de comparer le budget de l'année en cours, le réalisé et le budget proposé pour l'année suivante. Donc, c'est intéressant. Je vous invite vraiment à le regarder pour comprendre ce qui est appelé dans vos charges, puisque finalement, c'est ce qui est dedans. Donc, dans le budget, vous allez pouvoir constater qu'il y a plusieurs rubriques qui existent, plusieurs parties. Donc, vous allez, selon le type de charge qui peut exister dans l'immeuble, donc vous allez toujours retrouver des charges communes générales. Après, vous pouvez retrouver des charges bâtiments A, B, C, s'il y a plusieurs bâtiments, des charges ascenseurs, des charges spéciales à tel ou tel équipement, par exemple à la piscine, à une VMC. Voilà, tout ça, vous pouvez retrouver ça dans ce tableau. Et après, dans chaque rubrique, vous pourrez aussi voir différentes lignes. Par exemple, dans les charges communes générales, vous allez avoir une ligne pour les honoraires du syndic qui va être bien distincte de la ligne, par exemple, pour l'assurance de la copropriété. Voilà. Donc, c'est sur cette base donc, que le syndic calcule les provisions trimestrielles de charges que vous versez. Et ensuite, les provisions, elles sont régularisées à la fin de l'exercice lorsque les dépenses réelles seront connues. Donc, l'objectif du budget, c'est vraiment d'éviter les mauvaises surprises, d'assurer une trésorerie stable pour la copropriété tout au long de l'année. Voilà pour le budget. J'espère que c'est clair pour vous. On va rentrer un peu plus dans le détail sur l'appel de fonds et donc sur le décompte. Donc, je vais partager à l'écran. C'est la présentation. Hop. Voilà, donc ça, c'est un appel de fonds type qu'on envoie aux copropriétaires. Donc là, on l'a anonymisé, bien entendu. Donc, c'est un appel de fonds. Nous, on le fait en deux parties, en fait. Vous avez l'appel de fonds en un coup d'œil qui correspond finalement à un extrait de compte qui vous permet de voir la situation précédant l'appel de fonds. Donc, ça vous permet de savoir si déjà, avant de recevoir ce nouvel appel de fonds, vous étiez à jour. Donc, voilà, ça, c'est sur la première partie. Hein, vous voyez bien marqué votre situation avant le précédent avis. Et donc, la somme globale est indiquée dans l'encadré gris noté avec la lettre C. Et ensuite, vous avez vos nouveaux appels de fonds, enfin, votre nouvel appel de provision. Alors, normalement, il y a une page 2. Je ne sais pas si je peux l'avoir là. Oui, c'est là. Voilà. Et sur la page 2, vous avez donc le total de l'appel de fonds qui vient d'être envoyé. Et donc, dans cet encadré, il est noté avec la lettre A. Et donc, si on revient à la page principale, donc vous avez le C plus le A, ça nous donne le résultat total. Pour le coup, dans le cas de ce copropriétaire, il avait un crédit avant l'appel de fonds. Donc, c'est plus une soustraction qui est faite finalement, puisque il était créditeur. Et donc, avec son nouvel appel de fonds, c'est déduit. Donc, ça, c'est la partie, c'est la première partie de l'appel que l'on envoie. Et ensuite, on vous envoie en même temps un deuxième document qui s'appelle donc « Détail appel de provision ». Donc là, c'est le même exemple. Ça vous permet donc de voir les différentes rubriques dans lesquelles les fonds sont appelés. Donc là, on a l'appel, pour ce cas-là, on a l'appel trimestriel, les charges courantes. Et ensuite, vous avez des appels de fonds
particuliers qui concernent des travaux qui ont été votés en Assemblée générale. Donc nous, dans notre présentation d'appel de fonds, quand il s'agit d'appels travaux, vous voyez qu'on reprécise à chaque fois le numéro de la résolution et l'année du PV, d'AG. Ça vous permet de vous y retrouver et si vous avez un doute, vous pouvez vous référer au PV pour essayer de comprendre le détail des travaux qui sont appelés. Voilà pour l'appel de fonds. Donc, j'espère que c'est assez clair pour vous. Après, si oui, dans les appels de fonds, vous voyez, vous avez votre tantième qui est toujours repris dans la colonne tantième. Ça vous permet de savoir votre code-part à vous. Alors, attention, là, dans ce cas de figure, on est toujours sur la même clé de répartition. Donc, les tantièmes ne changent pas. Mais selon ce qui est appelé, la clé de répartition peut changer. Puisque si ce n'est pas appelé sur la clé charge commune générale et que c'est appelé, par exemple, sur la clé charge ascenseur, qui peut être différente de la clé charge commune générale, vous verrez un total de tantièmes différent. Ça peut perdre parfois les copropriétaires. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les appels de fonds. Hop. Mince. Je vois plus le diapo. Si tu peux me le rafficher, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc, sur l'appel de fonds, donc, on a vu le détail et le nouvel appel de fonds. Il manque... Ouais, il manque le décompte. Merci. Donc, le décompte de charge, ça, c'est donc le fameux document très, très, très important que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ici, il s'appelle détail régularisation. Donc, ça, c'est le document qu'on va vous envoyer à peu près en même temps que le procès verbal de l'Assemblée générale. C'est donc votre régularisation. C'est-à-dire que vous, toute l'année, vous avez payé des appels de fonds qui correspondent à une provision par rapport à un budget voté. Puisque maintenant, on sait la dépense réelle, à combien elle s'élève, ça nous permet donc de savoir, copropriétaire par copropriétaire, la situation réelle, si vous avez donc versé trop ou pas assez. Donc là, en l'occurrence, dans cet appel de fonds, donc vous avez seulement des charges communes générales. Et donc, vous avez une colonne avec le récupérable. Donc, c'est surtout ça qui va vous intéresser aujourd'hui. Là, en l'occurrence, il y a 937 € de récupérable sur un total de provisions appelées, hop, un peu flou. Vous avez le total code-part dépenses TTC, c'était 1231 €. Voilà. Et donc, le récupérable, c'est la somme qui va pouvoir être réclamée à l'exploitant, à votre locataire. Donc, ce document-là, vous pouvez l'envoyer directement à l'exploitant avec un courrier d'accompagnement pour demander à être remboursé. Vous avez aussi la colonne déductible qui, là, pour le coup, va être utile pour votre comptable pour pouvoir déduire les sommes de vos revenus fonciers. Et vous avez la colonne TVA pour la déclaration de TVA. Donc, voilà, ça, c'est un document qu'on envoie une fois par an. Et une fois par an, il faut donc réclamer les charges à votre exploitant. Voilà, je pense que c'est à peu près tout sur le décompte. Vous pourrez me poser des questions après si vous le souhaitez. Est-ce qu'on peut revenir à la présentation de... Tu veux répondre aux questions maintenant Il y a des questions déjà? Il y a beaucoup de questions. Alors, on va regarder, je vais les regarder. Alors, je vais prendre en quel ordre? Parce qu'il y en a beaucoup, effectivement. Sinon, on peut voir là tout de suite. Oui, parce que je pense qu'on répondra aux questions à la fin.
Sur les modalités donc, de remboursement des charges par l'exploitant, donc il y a plusieurs façons pour l'exploitant de rembourser des charges. Ce qu'on peut voir parfois, c'est un forfait de charge. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui est venu entre le propriétaire et l'exploitant. Bon, c'est pas toujours juste du coup, puisque c'est une somme fixe sans régularisation. Donc, si les charges réelles augmentent, c'est pour les propriétaires. Et dans le cas contraire, si elles baissent, eh bien, c'est l'exploitant qui se retrouve lésé. Ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est plutôt la régularisation annuelle. Donc, c'est-à-dire que vous payez les provisions au syndic, l'exploitant vous verse parfois aussi une provision, et en fin d'année, on compare les deux décomptes et on ajuste. Donc, le décompte si le décompte est au réel, en général, vous ne faites pas de provision, donc vous avancez les charges, vous envoyez les justificatifs et l'exploitant vous rembourse le montant exact. Dans les deux cas, c'est une modalité qui vous donne quand même un peu de travail parce que c'est à vous de penser à réclamer les charges récupérables à votre exploitant par courrier ou par mail. Donc voilà, ça c'est vraiment, je le dis et je le répète parce que encore aujourd'hui, j'ai des propriétaires à qui j'apprends que depuis toutes ces années, ils auraient pu réclamer des charges à leur exploitant et ils ne le savaient pas. Pourtant, on le répète souvent en assemblée générale. Même une fois que la demande est faite, parfois il faut relancer. Il ne faut pas hésiter à renvoyer des messages. Selon les gestionnaires, ça peut prendre un peu de temps. Pour les clients qui sont chez C'est la vie gestion, c'est simple, c'est votre chargé de clientèle qui va s'occuper de cette démarche, qui va contrôler le remboursement, qui va relancer, qui va vérifier que tout est bon. On a aussi parfois la facturation directe à l'exploitant. Donc ça, c'est un système qui existe, qui est mis en place par le syndic. Donc c'est en fait, nous, le syndic, on peut émettre des appels de fonds distincts. Donc, une partie pour l'exploitant et une partie pour les copropriétaires, ce qui permet que les copropriétaires n'aient plus cette avance de trésorerie à faire. Après, pour mettre en place ce type d'organisation, il faut déjà d'une part que l'exploitant soit d'accord, puisque voilà, on ne peut pas le lui imposer. Et ça sous-entend aussi une très bonne organisation du syndic et de l'exploitant. Donc ça, voilà, c'est une organisation en interne pour nous de préparer des documents clairs. On doit s'adapter parfois aux demandes de l'exploitant qui veut tel ou tel type de tableau. Voilà, donc tout ça, c'est une organisation en interne. Il faut aussi souvent que les copropriétaires acceptent un contrat de prestation de l'exploitant. Donc, c'est-à-dire que l'exploitant va souhaiter qu'on lui confie des tâches telles que le ménage ou l'entretien des espaces verts. Après, c'est une façon de faire qui peut aussi s'avérer très utile dans les résidences pour lesquelles tous les propriétaires ne sont pas à bail avec l'exploitant. Voilà, ça arrive parfois que quelques copropriétaires n'aient pas souhaité signer le bail ou que pour X ou Y raison, ils soient sortis du bail. Et dans ces cas-là, ça peut être utile d'avoir ce procédé. Voilà pour les modalités de remboursement. Je passe au point suivant, donc sur le rôle du syndic en résidence gérée. Donc voilà, c'est un rôle assez central, vous l'avez vu avec tout ce qu'on vient de dire. Donc notre premier devoir, c'est d'avoir donc une lecture assez rigoureuse du bail commercial. Si on peut l'avoir, souvent il faut compter sur les copropriétaires pour nous le fournir. Et cette lecture nous permet de classer correctement les factures, donc savoir si on les classe dans la catégorie récupérable ou non récupérable. Ensuite, ça suppose aussi d'être en contact régulier avec l'exploitant. Donc, c'est important qu'il y ait quand même une bonne entente. Nous, chez C'est la vie syndic, on tient à rester complètement indépendant, mais on a besoin quand même de pouvoir nouer des relations de travail qui soient faciles à vivre avec l'exploitant. C'est utile pour pouvoir coordonner des travaux sur le site. Des fois aussi pour discuter sur une facture quand on a un doute. Ça nous arrive parfois de discuter avec l'exploitant, savoir si c'était une charge récupérable ou pas. Quand il y a de la vétusté mêlée parfois peut-être un défaut d'entretien, ça peut
ça peut poser des questions. Donc, c'est important qu'il y ait un dialogue qui soit établi. Mais bon, voilà, surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le syndic, c'est en premier lieu le défenseur des intérêts des copropriétaires. Voilà, malgré les bonnes relations qu'on peut avoir avec l'exploitant, nous, notre but, c'est toujours de défendre vos intérêts, de veiller à ce que les clauses du bail soient respectées, à ce que la répartition des charges soit juste. Donc, le syndic va devoir travailler donc, en bonne intelligence avec l'exploitant. C'est ce qui permettra d'avoir une gestion sereine et puis surtout d'assurer pour vous une bonne rentabilité puisque c'est l'objectif de votre investissement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les charges récupérables en résidence de service. Alors, Sarah, on a été un peu vite dans la présentation et on avait oublié en fait un paragraphe sur les clauses commerciales.